Une Afrique économiquement viable et compétitive, nous y croyons. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre sur la Pan-Africaine Africa Télévision et merci de votre constante fidélité à cette émission économique Eco Hebdo. Comme invité de ce soir, nous aurons M. Mamadou Malick Sow, il est économiste. Nous allons débattre de sujets portant sur la création des richesses, la création d'entreprises, l'implication des jeunes et nous allons également nous entretenir au téléphone en duplex avec Alexis Kalambri, il est directeur de publication du quotidien malien Les Échos. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue et à tout de suite. Merci, chers téléspectateurs, et encore une fois, nous vous remercions de votre constante fidélité à nos programmes, une fidélité qui d'ailleurs nous honore. Monsieur Mamadou Malick Sow, bonsoir. Bonsoir, M. Kaba. Vous êtes économiste et vous êtes à votre deuxième passage sur le plateau de cette émission économique Eco Hebdo. Nous vous remercions de l'honneur que vous nous faites de répondre une énième fois à notre invitation. Malick Sow, nous allons parler de création des richesses, de l'implication de la jeunesse. Monsieur Mamadou Malick Sow, vous qui êtes économiste, dites-nous à peu près comment se présente la santé économique du Mali et de façon générale de l'Afrique. Merci M. Kaba et bonsoir aux auditeurs et auditrices. Je pense que ce serait un peu prétentieux que je puisse m'étendre ou me donner le pouvoir de pouvoir parler un peu de la santé économique du Mali et de l'Afrique, du fait simplement qu'il faut disposer d'indicateurs. Les indicateurs, c'est des informations collectées ça et là qui effectivement nous permettent de dire voici la situation de départ, voici la situation à laquelle nous sommes actuellement. Cela suppose une évolution des courbes, ou des trends, ou des tendances, qui explique à suffisance la situation des agrégats économiques, qui effectivement explique l'évolution de ces mêmes agrégats. Je ne vais pas rentrer dans les aspects conceptuels de définition des agrégats, mais pour dire simplement que la situation actuelle au Mali, elle est un peu morose. Je dis bien actuelle, parce que nous sommes à une période de soudure. Mais il faut évidemment préciser que les jeunes, tout comme les femmes et d'autres acteurs économiques, ont un grand rôle à jouer dans le processus de développement économique de toute nation. C'est le cas effectivement au Mali. À titre illustratif, nous allons prendre les périodes, à supposer que nous nous situons dans la période juste avant le carême. La consommation des biens produits par nos unités industrielles, généralement vous trouvez que ces biens sont conçus souvent en général à l'extérieur, ce qui fait que nous consommons plus ce que nous ne produisons pas et produisons moins ce que nous consommons. Cela suppose qu'il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande de services, tout comme des biens de consommation, qui sont tantôt produits soit au plan national, soit au plan extérieur, qui aussi constituent également un frein, effectivement, à l'épanouissement financier également de nos entreprises, parce que souvent, lorsque l'entreprise est plus axée sur la consommation des produits extérieurs plus que les produits intérieurs, cela pose un gap. Ce déséquilibre va faire en sorte que nous aurons une économie purement extravertie. Ce qui fait également que nos habitudes de consommation changent obligatoirement. Au fil du temps et selon les circonstances, les consommateurs consomment plus qu'ils ne produisent. Et mieux aussi, nos unités industrielles sont aussi des producteurs et des consommateurs à la fois. Ils peuvent également consommer, tout comme produire également des produits semi-finis. Mais je prenais le temps juste sur le mois de carême où la consommation, par exemple, de sucre est très élevée. La consommation également de certains produits comme les tissus, c'est très élevé. Mais généralement, d'où vient ces tissus? C'est de l'extérieur. D'où vient ces sucres? Pratiquement de l'extérieur. Maintenant, qui apporte? C'est les commerçants. C'est vrai, ils sont hommes et femmes. Mais généralement, je m'appétendis beaucoup plus sur les jeunes et les femmes, qui effectivement ne sont pas au top du circuit économique. Pourquoi? Il y a beaucoup d'autres facteurs qui effectivement les empêchent d'avoir des marchés, les empêchent également d'avoir des pouvoirs économiques qui effectivement agissent également sur les mécanismes de gouvernance politique, sur le plan économique en même temps. Donc, ce qui fait que ça pose davantage de problèmes. La création des richesses en ce temps posera davantage de problèmes parce que les acteurs économiques, s'ils sont moins nantis et s'ils sont plus concurrencés, pendant qu'effectivement il existe des mécanismes comme l'AGOA, entre autres, qui effectivement constituent des facteurs permettant effectivement à nos États de
plus exporter, mieux exporter et avoir plus de dividendes ou d'intérêts financiers plus importants, ça pose problème. Et je pense qu'il y a lieu effectivement de revoir un peu cette politique macroéconomique pour pouvoir faire booster à peu près l'implication effectivement des jeunes et des femmes dans le circuit économique. Mais qu'est-ce qui fait que cette implication tant escomptée des jeunes et des femmes peine à trouver une voie? Pourquoi? Bien, il y a beaucoup de facteurs qui tournent autour de ce problème. D'abord, il faut des mécanismes institutionnels appropriés en la matière. Ça, c'est un. Ce n'est pas suffisamment cadré sur le plan institutionnel. Second, également, les acteurs économiques qui sont, entre autres, les femmes et les jeunes, n'ont pas suffisamment de moyens. Quand je prends l'exemple sur les femmes, elles n'ont pas de facteur de production, encore moins de moyens de production. Et mieux encore, elles n'ont pas d'argent. Parce qu'on ne peut pas produire, en réalité, sans argent. À titre illustratif, une femme qui se trouve à l'office du Niger dans le colon, pour produire plus, produire mieux, il faut d'abord de la terre. Vous avez vu, lors de la panafricaine des femmes, on a parlé d'une femme, Madame Daou, qui cultive 19 hectares. 19 hectares, c'est une surface. Ne serait-ce que la semence, les intrants, les engrais, entre autres, ça coûte de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut l'emprunter si on ne l'a pas, en liquidité. Emprunter auprès de qui? Auprès des institutions financières, qui souvent empruntent, mais moyennant également d'autres conditionnalités. Ces conditionnalités sont souvent assorties des taux d'intérêt assez élevés qui sont au-dessus, effectivement, des possibilités de ces jeunes et de ces femmes. Ces femmes et ces jeunes également ne sont pas à un certain niveau où ils peuvent produire plus parce qu'ils ne se disposent pas d'unités industrielles performantes. Mais ils sont à un petit niveau d'échelle qui font effectivement qu'elles ne peuvent pas produire suffisamment parce que c'est des petites unités de transformation. Mais, Monsieur Sow, vous l'avez dit, hein, moi, j'estime qu'il est de bon aloi qu'on puisse quand même aller vers des mécanismes beaucoup plus souples, permettant à ces braves dames quand même d'avoir accès à des crédits. Mais en tant qu'économiste, quel est le mécanisme approprié pour aller vers un schéma qui puisse permettre de rentrer en possession au crédit pour leur permettre effectivement d'accroître leur production? Elles sont partie intégrante de l'économie, M. Sow. Parfaitement. Et elles ne sauraient être ailleurs. Quand j'étais expert en formation au projet de renforcement des capacités des organisations féminines du Mali, RECOFEM, nous avons mené des études qui portent sur l'impact des microfinances sur le développement socio-économique des femmes. Évidemment, les femmes, les jeunes, tout le monde est inséré dedans. Dans ces études, on s'est rendu compte que les facteurs de blocage, de l'épanouissement, j'utilise en anglais, empowerment for women, posent problème. Parce que d'abord, le taux d'emprunt financier est très élevé. Le coût est élevé. Ça, c'est un. Deuxièmement, la rentabilité n'est pas aussi que ça. L'étude de faisabilité de ces projets des femmes et des jeunes, généralement, ce n'est pas ça, ce n'est pas performant. Mieux aussi, le temps de remboursement des sommes empruntées est très très court. Donc ça pose un problème. Et mieux aussi, pour avoir au moins un prêt suffisamment important, pour des trucs importants, il faut au moins vraiment une somme suffisamment bancable. Il faut un projet suffisamment bancable. Et ce qui pose problème, donc les banques ont forcément besoin d'hésiter, besoin de bien voir, de voir très clair. Ça se constitue un frein. Mais mieux que ça aussi. À supposer que ces femmes disposent de tous ces aspects. Mais il y a un problème de gestion des entreprises qui se pose. Ces femmes, ces jeunes ne sont pas suffisamment aguerris en matière, non pas, c'est que tout le professionnel numérique. Monsieur Malick Sow, vous venez de le dire, vous travaillez pour un projet de renforcement de capacité des femmes. En ce moment, vous avez fait des études, vous avez fait la remarque comme quoi il y a des insuffisances notables au niveau de l'encadrement. Qu'est-ce que vous avez fait entre-temps pour aider ces femmes, les encadrer? Qu'est-ce que vous avez fait? Très bonne question. En son temps, nous avons eu à faire vraiment des formations pointues. Des formations pointues, nous allons y arriver tout à l'heure. Nous avons en ligne Alexis Calambrier. Je rappelle que vous êtes directeur de publication du quotidien malien Les Échos. Alexis, alors dites-nous en quelques mots, qu'est-ce qui explique cette faible représentativité des femmes en matière de création d'entreprises? Qu'est-ce qui explique que les femmes et les jeunes sont moins actifs dans ce secteur de création d'entreprises?
Bon, il faut dire que pendant longtemps, il y a eu une pesanteur culturelle, on peut dire, doublée d'une pesanteur juridique, parce que pendant longtemps, la loi obligeait pratiquement la femme à avoir l'accord de son mari pour pouvoir, disons, avoir un prêt bancaire, par exemple. Donc, je pense qu'il y a eu ces pesanteurs de la tradition de la loi qui font que pendant longtemps, les femmes n'ont pas été très actives dans le domaine de la création, de la gestion des entreprises. Vous avez parlé de prêts. Alors, qu'est-ce qu'il faut, Alexis, pour stimuler ou sinon encourager ces braves dames à aller vers les institutions financières pour obtenir un prêt, ne serait-ce que pour démarrer leur entreprise? Non, il faut une vraie volonté politique, en ce sens que c'est à l'État de mettre, par exemple, au niveau des banques, des lignes de crédit spécifiques, de sorte que chaque fois qu'une femme ou un jeune a besoin soit de garantie bancaire, soit de prêt, que l'État soit capable de l'accompagner, ne serait-ce qu'à hauteur de 15 ou 20% chaque fois qu'elle est capable de mettre elle-même ou lui-même quelque chose dans la cagnotte. Il faut d'abord la volonté politique et l'accompagnement de l'État. Une volonté politique, un accompagnement de l'État, vous l'avez dit. En ce moment, pour ce qui concerne les jeunes, nous les sentons un petit peu craintifs quant à la création d'entreprises. Qu'est-ce qu'il faut pour véritablement les encourager à aller vers l'entrepreneuriat? Parce que nous le savons, c'est la solution miracle pour lutter contre le chômage, Alexis. Non, je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, le dernier rapport du Doing Business. La Banque mondiale fait régulièrement des études pour savoir quels sont les pays qui facilitent la création d'entreprises, le Doing Business. Et quand vous le voyez, le Mali a reculé surtout à 2 ou 3 niveaux. D'abord, il dit le cadre juridique. Le cadre juridique n'est pas bien implanté en ce sens que la loi ne protège pas suffisamment l'investisseur et l'entrepreneur. Et deuxièmement, pour créer une entreprise au Mali, malgré le guichet unique, ça demeure encore, disons, un chemin de croix. Donc, il y a ces premiers aspects à revoir. Le second aspect, de mon point de vue, serait que il faut, au niveau de, encore une fois, de l'État, qu'on facilite le tout n'est pas de créer des entreprises, il faut les déboucher. Si vous prenez un paysan, il voudrait bien augmenter sa parcelle de choux ou de salade, mais encore faut-il qu'il y ait un marché existant, qu'il y ait la possibilité de transporter bord de champ au marché de consommation. Voilà un ensemble qui font qu'on ne peut pas réfléchir sur la question, disons, séparément ou partiellement. Il faut des solutions globales. Vous venez de parler d'un rapport d'un business, mais au même moment, au sortir du sommet États-Unis-Afrique, nous avons quand même vu une volonté assez affichée des chefs d'État africains quant à la reconduction possible de l'AGOA. En ce moment, que faut-il faire pour que l'AGOA puisse profiter aux Africains? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, d'abord, l'AGOA n'est pas la panacée en ce sens que, si vous prenez, vous voyez les chiffres du Mali, par exemple, au niveau des cordons douaniers, même au niveau des services de la Direction nationale du commerce et de la concurrence, vous verrez que au niveau de la voie, il y a eu c'est du Bogolan. Au point que, d'abord, pour profiter de la voie, il aurait fallu une création d'industrie, tout ce qui manque au Mali. Et vous voyez le voyage du président a fait qu'il y a des entrepreneurs africains ou même occidentaux qui sont disposés à venir pour nous s'implanter, ne serait-ce que pour profiter de la voie. Ça peut être bien, mais à long terme, c'est pas la solution. Il faut vraiment
créer l'investissement interne, il faut créer le marché de consommation à l'intérieur. C'est la seule solution pour développer le marché. Merci Alexis d'avoir bien voulu accepter de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur de publication du quotidien malien Les Échos. Merci Alexis et à très vite. Monsieur Malexo, je reviens à vous. Vous venez d'écouter Alexis Kalambri, qui est le directeur de publication du quotidien malien Les Échos. Oui. Alors, il a fait état des difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Quelles sont vos réactions par rapport à ce qu'il vient de dire? Je ne vais pas reprendre ce qu'il a dit. Il a touché du bout du bois la chose. À titre illustratif, il y avait une volonté politique à un certain moment, avant les événements de 2012, de créer un fonds qui avait même été créé et il y avait dans la cagnotte 500 millions de francs CFA. C'est le fonds FAFE, le fonds d'appui aux femmes et aux enfants. Ce fonds devait être appuyé par des partenaires techniques et financiers comme ONU Femmes, qui avaient déjà exprimé la volonté d'appuyer. Mais vous connaissez bien l'administration, comment ça marche. Je ne suis pas là pour critiquer. J'apprécie bien ce que les uns et les autres font, de leurs efforts, de leur façon de comprendre les choses. Mais il faut se dire la vérité que ce fonds reste encore dans les oubliettes, parce que d'abord, dans un premier temps, les femmes ne savaient même pas l'existence également de ce fonds. Certaines en savent bien sûr, mais d'autres ne savent pas. Encore moins les jeunes qui peuvent en bénéficier. Je fais également glisser automatiquement sur la loi d'orientation agricole, mais également les aspects qui concernent, les dispositions qui concernent également la création d'emplois à partir de l'acquisition des terres et l'employabilité également des jeunes sur ces terres-là, les 10% des terres aménagées. Les gens ne savent même pas ce que c'est. Ça veut dire simplement qu'il faut une forte communication en la matière. Mieux que ça aussi, le cordon douanier, comme il l'a si bien dit, est assez rigide, ce qui est tout à fait logique en matière de création d'entreprises, enfin des richesses pour l'État malien. Ça, c'est normalement qu'on fasse appel forcément au fisc. Mais mieux que ça, c'est vrai, ceci participe, mais il faut créer d'autres conditionnalités. Il faut avoir une politique fiscale stimulative qui puisse faire en sorte que les gens peuvent avoir non seulement de l'argent facilement à travers les emplois, mais peuvent également verser facilement également les impôts au niveau également de l'État. Maintenant, pour recentrer un peu le débat, ces femmes seront davantage dans ces difficultés tant qu'elles doivent emprunter. Elles empruntent, elles n'ont pas de garantie. Et les garanties qui doivent exister, c'était également le fonds FAFE et autres fonds. Mais il y avait, au préalable, d'autres fonds ou d'autres structures qui évoluaient dans ce même domaine. C'était par exemple le CICREF, au niveau du ministère de la Promotion de la Femme. Comment ce projet? Ça n'a pas répondu effectivement aux exigences de gestion. Pourquoi? Parce que simplement, les gens ne connaissaient pas ce que c'est. Et également d'autres éléments, peut-être qui ne sont pas forcément également à la portée également des bénéficiaires. Effectivement, vous avez touché du doigt le problème. Vous qui avez produit des rapports concernant l'implication des femmes dans le tissu économique, au même moment, la question qui me taraude, c'est de savoir, mais est-ce que vous avez mis en place une véritable politique pour les accompagner, ces femmes-là? Notre politique d'accompagnement, vous en tant qu'expert, notre politique d'accompagnement, ce serait une politique de renforcement des capacités. On a beau renforcer les capacités des femmes, tant qu'elles ne sont pas dans un cadre institutionnel cohérent, adapté et conforme à leurs besoins, ça ne servira à rien. Est-ce à dire que c'est le cadre institutionnel qui fait défaut? Il est insuffisant. Il Comment? N'est pas approprié. Insuffisant, insuffisant, par exemple, aujourd'hui, une femme qui emprunte, par exemple, 1 million de francs CFA au niveau d'une caisse Gemini ou une caisse Nyesikiso, excusez-moi, ce n'est pas une publicité, mais ces structures vont les coller un pourcentage très élevé, plus qu'une banque. Parce que celles-ci aussi sont des unités économiques qui vendent de l'argent, ce que les gens ne savent pas. Alors que les femmes ne sont pas éligibles souvent dans certains systèmes de financement ou d'emprunt au niveau des banques. La seule façon d'avoir accès facilement à des petits montants, c'est au niveau également de ces institutions de microfinance. Parce qu'elles sont moins exigeantes que les banques, qui ont plus de conditionnalités plus rigides, auxquelles les femmes ne peuvent pas faire face. En ce moment, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il y a lieu de revoir la politique financière d'emprunt aux femmes. Mais les législations bancaires étant ce qu'elles sont, il y a lieu effectivement à l'État également d'exiger de ces institutions de microfinance également certaines corrections de leur politique d'emprunt au niveau effectivement. Et vous qui avez produit un certain nombre de rapports, est-ce que dans vos recommandations, vous avez inclus ces aspects-là? Ces aspects existent, tout comme les aspects de renforcement. Dans les différents rapports. Dans les différents rapports, tout comme également les aspects de renforcement des capacités.
Parce que je l'ai dit tantôt, vous avez beau avoir un bon dossier bancaire, vous avez beau avoir les financements, si vous ne savez pas gérer, ça pose problème. Excuse-moi, c'est des mamans, à nous tous, c'est nos sœurs. Il y a des femmes qui font des emprunts pour une activité génératrice de revenus, mais vont se retrouver également dans une histoire de mariage. Est-ce que c'est ce qui est demandé? Il faut une certaine traçabilité, il faut une certaine orientation des fonds. Mais souvent, c'est dévié à d'autres fins. Vous voulez dire qu'il y en a qui ne respectent pas les engagements? Pas du tout. Et ça pose problème. Je m'excuse de le dire. Mais il faut quand même recadrer ces gens. Ça, c'est un manque de professionnalisme. Ça, c'est un manque de rigueur. Et là, je crois que ce rôle-là vous revient, vous qui travaillez avec des organisations féminines. Je me dois de vous le dire, il faudrait peut-être les encadrer, davantage leur dire ce qu'il y a lieu de faire. Sinon, elles ont quand même la volonté. Monsieur Sow, vous êtes d'accord avec moi? Elles ont la volonté de mieux faire. Elles ont la volonté et c'est notre souhait également de les aider à bien faire. Pour l'instant, le projet Recofem n'est pas encore en marche, un peu en stand-by. Mais si ça devrait reprendre, nous y œuvrerons dans ce domaine. La preuve en est que nous avons fait la même formation. Pour mieux les encadrer, Monsieur Sow, oui. Vous allez vous y engager? Nous y engageons, j'engage tout le monde. Je sais également, c'est la volonté également de mes anciens collaborateurs et collaboratrices. La preuve en est que nous avons fait des formations importantes. Les femmes peuvent-elles compter sur vous? À tout moment. Très bien. Donc, M. Sow, à tout moment, la transition elle est toute trouvée. À présent, parlons des jeunes. Qu'est-ce qui fait que les jeunes ont peur d'aller vers l'entrepreneuriat? Il y a la peur de l'échec. Pourquoi? Parce que manquant de professionnalisme, manquant de moyens. Mais vous parlez de professionnalisme, ils ont été quand même à l'école et tout. De quel professionnalisme vous parlez? Oui, vous savez bien, professionnalisme, c'est trop facile à dire qu'ils sont partis à l'école. Monsieur Kaba, aujourd'hui, je ne fais pas de l'anathème sur l'école malienne. Nous savons très bien également que le niveau académique aujourd'hui que les jeunes Maliens ont, c'est insuffisant pour avoir une certaine assise professionnelle pour pouvoir gérer l'entreprise. Je ne dis pas que ceux qui ont réussi ont forcément plus d'assises techniques. Non, il y a eu beaucoup de facteurs. La réussite en matière de gestion d'entreprise repose sur beaucoup de facteurs. Il y a les capacités. Mais est-ce qu'on a forcément besoin d'aller à l'école pour réussir dans l'entrepreneuriat? Il ne s'agit pas de l'école du blanc. Mais apprendre le métier. Apprendre le métier, même le leadership, ça manque chez certains jeunes. Donc il y a inadéquation, formation, emploi. Formation, emploi. Ça ne s'adapte pas. Deuxièmement, les jeunes également ne savent pas comment effectivement gérer effectivement. Il faut les apprendre. On peut avoir le diplôme, mais on n'a pas toute la qualité professionnelle requise pour effectivement maîtriser le management des entreprises qui repose sur des principes directeurs. Il faut avoir des grandes notions en matière de gestion financière, en matière de suivi, en matière de planification. Mais il faut également savoir exactement comment gérer les choses au quotidien. Tout ne repose pas sur l'intuition, mais ça repose sur des analyses scientifiques claires. Il faut un bon diagnostic. Il faut une étude de faisabilité bien assortie, vraiment, d'un plan d'action, des plans d'action, qui effectivement peut être exécuté avec des cadres de performance réels. Sans cela, c'est difficile. C'est vrai qu'effectivement, je salue effectivement cette initiative de l'État d'envoyer les jeunes en stage, comme le truc de la pêche, comme les appuis que l'AMPE fait. Je pense que tout ceci leur permettrait de se préparer et d'être confrontés à des difficultés, parce que les jeunes font face à d'autres menaces. Il n'y a pas que la menace interne, il y a la menace externe. Tout ce qu'il y a comme importation, ça concurrence. Mais il n'y a pas que ces jeunes-là qui ont des problèmes. Même ceux qui sont déjà dans la boîte, sur le secteur commercial, pendant plusieurs années, sont confrontés à ces problèmes. Et l'État doit faire quoi? Il faut forcément faire appel également à des mécanismes de protection de nos unités industrielles. Ça pose un problème. Monsieur Malick Sow, vous êtes économiste, vous êtes également enseignant. Vous avez parlé d'inadéquation, formation-emploi. C'est un dilemme qui se pose au niveau de notre jeunesse. Alors, nous voulons des jeunes entrepreneurs. Vous avez parlé d'inadéquation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que là, vous parlez, vous remettez en cause le système éducatif, ou qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce qu'il y a lieu d'aller vers une refonte, ou qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que nous voulons quand même avoir des jeunes entrepreneurs, M. Sow. Vous avez touché le mot. Il faut une refonte du système éducatif qui doit reposer fondamentalement sur les besoins réels de nos unités économiques,
par rapport aux besoins de formation. Nous formons des jeunes qui ne s'y adaptent pas, dont le niveau académique n'est pas conforme aux besoins d'entreprise. On forme des jeunes qui souvent ne répondent pas aux exigences du marché. Niveau académique, faites-vous allusion à la filière qui ne correspond pas aux besoins du marché? Ça fait partie. Mieux aussi, ils n'ont pas le niveau requis. C'est dur de le dire, mais il faut l'avouer. L'arbre ne doit pas cacher la forêt. Mieux. Simplement voir les validations des étudiants qui doivent faire 50 ou 120 heures pour valider un module. Ils n'ont que 40 heures, 20 heures. C'est difficile. Sous d'autres cieux, des jeunes qui ont quand même réussi dans les entreprises, mais qui n'ont jamais été à l'école. Je crois qu'il faut peut-être un encadrement, ne pensez-vous pas? Vous qui avez la chance de coacher des jeunes dans ce sens. C'est vrai. Je coach beaucoup de jeunes d'entreprises, je coach beaucoup de jeunes qui ne sont pas forcément dans les entreprises. L'encadrement est fondamental. Quand nous regardons, M. Kaba, quand nous regardons la chaîne des acteurs économiques au Mali, on ne peut pas citer une seule unité économique du Mali qui a existé il y a 20 ans et qui puisse expliquer la courbe d'évolution des performances de son chiffre d'affaires. La courbe d'évolution de son capital humain. 2. 3. Ces entreprises, si elles ont existé ou si elles existent encore, vous allez trouver que ces entreprises n'ont pas d'abord les mêmes personnes, même si la retraite est dans certains à partir. Mieux, ce n'est plus le même nombre de personnel. Le chiffre d'affaires également a posé des problèmes. Pire que ça, beaucoup de ces unités industrielles sont aujourd'hui à la faillite. Aucun plan social de développement. Nous voulons que nos unités industrielles marchent. Nous voulons également que nos acteurs économiques, aussi bien que nos employés, soient également acteurs de la chose. Il faut un bon plan social de développement de ces entreprises. Il faut un bon plan social de développement, je vous l'accorde. Nous sommes au terme de cette émission, M. Sow. Un dernier mot à l'attention de nos jeunes pour les encourager à aller davantage vers l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat exige des fondements. Oser aller, risquer, mais aussi respecter les principes directeurs de la gestion et disposer également d'un certain charisme. Il faut avoir un certain leadership. Du leadership, il nous en faut. Merci, M. Mamadou Malick Sow. Je rappelle que vous êtes économiste et enseignant dans plusieurs écoles de commerce de Bamako. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Chers téléspectateurs, je vous remercie également d'avoir bien voulu suivre cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres actualités économiques. Merci et passez un agréable moment en compagnie de nos programmes. Merci et bonsoir.